La grande question, c'est aussi l'absence du pays géniteur de la langue française, Emmanuel Macron. Il s'est déplacé pour Abidjan. Le président français se déplace. Comment penser à l'absence du numéro 1 du Commonwealth, tel que la reine paix à son âme ou le roi d'Angleterre? Une grande activité ne peut souffrir de l'absence du président français. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec eux. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Mais là, le gouvernement essaye de faire des efforts nécessaires pour que les entrepreneurs puissent avoir des moyens pour finaliser les travaux. Nous sommes en train de faire les suivis nécessaires pour nous assurer que ces infrastructures soient prêtes pour que ces jets aient lieu effectivement en juillet-août 2023. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que deuxième pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. De paradigme, le changement de perspective de la République démocratique du Congo se confirme ce soir à l'aune de cet événement exceptionnel qui réunit la grande famille francophone. Vous l'aurez compris, à travers le sport, à travers la culture exaltée par la jeunesse et son talent, nous allons durant quelques jours ensemble célébrer à l'unisson cet idéal au sein de cette communauté de valeurs que constitue l'espace francophone. De partout où vous nous suivez, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous depuis Kinshasa M. Henri-Désiré Nzuzi, qui est le maître des cérémonies des 9e Jeux de la francophonie, qui est le producteur associé du JT diplomatique et il est contributeur à la VOA ainsi qu'à Medi 1 TV. Sans plus tarder, nous saluons notre intervenant de ce jour. Henri-Désiré Nzuzi, nous vous saluons. Bonsoir ou bonjour selon la zone géographique où vous vous trouvez. Merci de m'accueillir, Symphorien. Henri-Désiré Nzuzi, nous allons parler des 9e Jeux que vous avez couverts avec brio avec votre cher collègue. Félicitations pour le travail abattu. Merci infiniment. Nous avons retenu ce sujet de 9e Jeux. Aura lieu, n'aura pas lieu, viendra, ne viendra pas. Défis sécuritaires, défis financiers, infrastructures. Et ce dimanche, c'est la clôture des 9e Jeux. Pour en parler, nous allons débuter d'abord avec les mots d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que deuxième pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti
d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront certainement pas d'être relevées. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. En effet, tout a été fait pour que cette édition, comme les précédentes, offre aux jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, artisans de la francophonie d'aujourd'hui et de demain, non seulement l'opportunité de se rencontrer, de se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire pendant 10 jours l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. De retour, Henri Désiré Nzouzi, quelle est la symbolique sur le plan diplomatique de réaliser les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa? Et déjà, on sent une certaine émotion lors de la lecture du discours d'ouverture où vous avez assisté vous-même, vous avez dirigé la cérémonie. Quelle est cette symbolique de la réalisation de ces 9e Jeux à Kinshasa? Alors, il faut d'abord rappeler qu'un événement d'une telle ampleur pour un pays qui accueille ce type justement d'événement, c'est d'abord une vitrine extraordinaire, puisque le pays est, vous vous en doutez, le point focal et le centre d'intérêt du monde à un moment très particulier. Cet événement survient en RDC au moment précisément où nous sommes confrontés à une situation sécuritaire très difficile, ce qui d'ailleurs a alimenté les pires spéculations sur la tenue ou pas de cet événement important. Mais c'est aussi une manière pour la République démocratique du Congo de démontrer sa très forte capacité de résilience par rapport aux épreuves qui lui sont injustement imposées. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le souligner lors de mon mot d'introduction lors de la cérémonie d'ouverture. C'est bien évidemment aussi une démonstration du savoir-faire de la RDC qui conforte sa place dans l'espace francophone. Cela a été évoqué lors du discours du chef de l'État. Nous sommes à l'heure actuelle le 2e pays en termes de nombre de locuteurs, mais nous sommes le tout premier pays pour ce qui est de la surface, de la géographie, de la superficie, tout en sachant que Kinshasa est aujourd'hui la première ville francophone avec près de 18 millions d'habitants. Donc, c'est une opération de communication pour le pays qui accueille cet événement-là. C'est une opportunité de mettre à l'agenda international
la RDC, mais dans le cas d'espèce, c'est plutôt l'international qui est venu à l'agenda de la République démocratique du Congo. Même si ça ne froisse pas tous les 8 premières éditions, la RDC n'a jamais participé. Alors, écoutez, là, nous entrons effectivement dans d'autres considérations, mais il faut savoir que mieux vaut tard que jamais. Vous connaissez les conditions dans lesquelles l'attribution a été faite suite au désistement justement du Canada. Nous avons relevé le défi, cela n'a pas été facile en dépit, j'allais dire, du scepticisme ambiant. Ce rendez-vous a été honoré, mais surtout pour une participation de cette nature, la RDC a plutôt réussi son pari, pas seulement en termes d'organisation, mais aussi en termes de participation, puisque la RDC a engrangé de nombreuses médailles. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, plutôt que de se lancer dans des spéculations autres. C'est un moment d'unité et de cohésion nationale, et je pense qu'il faut savourer cet instant pour ce qu'il vaut, et surtout pour, je dirais, ce qu'elle représente aujourd'hui dans l'imaginaire collectif de la RDC. Nous entrons dans l'histoire avec l'organisation d'un événement, car depuis 1974, depuis le fameux combat du 30 octobre entre Formel et Mohamed Ali, jamais notre pays n'avait eu l'opportunité d'organiser un événement rassemblant autant de monde, et puis surtout lui permettant d'être précisément le point focal du monde en l'espace de quelques jours. Vous le savez, vous êtes diplomate aussi. En diplomatie, tous les gestes comptent, la préparation. Nous allons voir les défis auxquels la RDC a dû relever, qui a dû aussi contraindre certains participants à savoir s'ils seront là ou pas. Suivons en image. L'organisation de cette 9e édition des Jeux de la francophonie, initialement prévue en 2021, avait été reportée à 2 reprises à cause de la pandémie de Covid-19. À 3 mois du coup d'envoi des Jeux, Kinshasa est-elle prête à accueillir ses nombreux visiteurs? Isidore Kwanja est le directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie. Les préparatifs sont de 2 ordres. Il y a la construction des infrastructures, il y a l'organisation matérielle. Du côté de l'organisation matérielle, nous travaillons en collaboration avec le comité international des Jeux de la francophonie. Nous avons déjà pris un certain nombre d'engagements, notamment pour la restauration, pour le transport, pour l'hébergement, pour la santé, la sécurité. Donc c'est ça que nous avons comme tâche principale, c'est-à-dire mettre à la disposition des athlètes la logistique nécessaire pour qu'ils puissent faire leur compétition dans les meilleures conditions. Sur le plan de la construction des infrastructures, oui, justement, on avait eu un retard dû au fait que les paiements n'ont pas vraiment suivi. Mais là, le gouvernement essaye de faire des efforts nécessaires pour que les entrepreneurs puissent avoir des moyens pour finaliser les travaux. Nous sommes en train de faire les suivis nécessaires pour nous assurer que ces infrastructures soient prêtes pour que ces Jeux aient lieu effectivement en juillet-août 2023. Cet événement dédié à la langue française et à la jeunesse se tient tous les 4 ans et réunit près de 1500 athlètes et artistes francophones des 5 continents. Voilà, nous sommes en compagnie de notre participant Henri Désiré Nzouzi, qui n'est plus à présenter. Il est le maître de cérémonie de ces 9e Jeux. Il est le producteur associé du JT diplomatique et il est aussi contributeur à la VOA ainsi qu'à Medi 1 TV. Vous êtes dans la diplomatie, vous le savez, tous les gestes comptent, la préparation, les frais, les défis. Il fallait mettre des infrastructures, pas aux normes de la RDC, mais aux normes internationales. Est-ce que c'est une preuve pour respecter la RDC dans le concert des nations, surtout dans l'espace francophone, de dire que la RDC est capable de relever les défis et de tenir compte des cahiers des charges qui lui est imposé par une structure telle que la francophonie? Alors, l'organisation des Jeux de la francophonie répond à un certain nombre de critères, mais aussi d'exigences que nul ne peut
et éluder ni faire l'économie. Donc, la RDC a accepté de relever ce challenge. Vous venez d'évoquer, il y a eu effectivement un cahier des charges qui reprend à la fois les objectifs, les obligations qui étaient les nôtres pour pouvoir être en capacité d'organiser ces Jeux de la francophonie. L'an dernier, au mois de mai, si je ne m'abuse, nous avons eu ce que l'on appelle une cérémonie de signature d'un avenant au cahier des charges dans lequel il y avait un certain nombre de points qui devaient impérativement être respectés durant un certain temps, ou en tout cas à une certaine échéance. Tous ces points-là ont été respectés et vous savez, être aux normes internationales permet à un pays justement de pouvoir démontrer sa capacité à être à la hauteur des enjeux, ce qui a été fait de manière tout à fait, je dirais, satisfaisante pour la République démocratique du Congo. Il y a eu effectivement des retards sur certains sites, mais tout est rentré dans l'ordre justement avant le début des Jeux, ce qui montre bien que la RDC avait la détermination de pouvoir aller vers l'organisation de ces Jeux. Les installations qui ont été construites pour cette occasion sont désormais à la disposition des jeunes qui pourront exercer leur talent, confronter, j'allais dire, leur talent dans ces endroits que nous devrons bien évidemment entretenir et qui s'inscriront bien évidemment dans un paysage urbain en pleine transformation à Kinshasa. Et je dirais que c'est un legs pour la prospérité. Et c'est une très bonne chose, car maintenant, nous pourrons parler d'un après-Jeux des Francophonies à l'aune de toutes ces installations qui auront été construites à cette occasion. Quoique diplomatique ou incident diplomatique, la secrétaire générale de la francophonie ne vient pas à Kinshasa parce qu'elle souhaitait avoir une invitation. Son bureau a pu communiquer et nous avons textuellement ce que son bureau a adressé à la presse. Louise Mushikiwabo ne sera pas à Kinshasa vendredi lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. L'information a été confirmée par la porte-parole de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie mardi. Et pour cause, l'absence d'une invitation officielle promise depuis le 21 juin par les autorités congolaises. Lundi, le gouvernement congolais rassurait pourtant sur l'arrivée de la Rwandaise dans la capitale, estimant qu'en sa qualité de co-organisatrice de l'événement, la secrétaire générale de l'OIF n'avait pas besoin d'invitation formelle. Le climat délétère entre le Rwanda et la RDC peut être passé par là. Kinshasa reprochant à Kigali de soutenir la rébellion du M23 qui écume des ponts entiers dans l'est de la RDC. Face à ce contexte, la venue de la diplomate rwandaise, même en qualité de secrétaire générale de l'OIF, n'était pas gagnée d'avance. Les 9e Jeux de la francophonie doivent réunir du 28 juillet au 6 août environ 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays. Nous sommes en compagnie de notre invité de ce soir depuis Kinshasa. Surprise totale, la chef, la numéro 1 de la francophonie demande une invitation pour être invitée dans sa propre maison. Mais nous avons constaté à Abidjan, lors du 8e jeu, le secrétaire général de la francophonie était présent. Est-ce que vous qui êtes dans l'espace diplomatique, faudrait-il une invitation pour la structure concernée? Nous sommes là dans ce que l'on appelle les convenances d'ordre diplomatique. Il y a tout un process effectivement qui est mis en place et qui permet à deux entités de communiquer, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'OIF est une organisation internationale. C'est vrai que c'est la toute première fois que, dans l'histoire des Jeux, bien évidemment, que le plus haut responsable de l'OIF est absent. C'est effectivement une première. Mais je pense que nous aurions tort de nous attarder sur cette question parce que cela dépasse largement la personne de la représentante de l'OIF. C'est un moment effectivement très important. Vous avez évoqué effectivement une conjoncture internationale qui aurait pu effectivement jouer dans ce qui s'est passé, mais je pense qu'à cet instant précis, ce qu'il faut surtout retenir et se féliciter, c'est la bonne tenue
de ces Jeux, indépendamment de la présence de tel ou tel. Dans ce cas, on pourrait aussi parler de l'absence de sportifs venus de tel ou tel pays, etc. Je pense que c'est un débat que nous devrions mettre de côté et considérer que ces Jeux, dans leur globalité, se sont très bien tenus avec la participation de nombreuses délégations. Je rappelle que pour cette année, nous avons eu à accueillir 34 délégations, même si c'est vrai, au cours des 8 dernières éditions, on a pu voir des participations qui variaient entre 30 et 54 délégations, les pics ayant été atteints notamment lors des 2 éditions organisées en France, c'est-à-dire à Nice et à Paris, mais aussi au Canada. Mais la participation pour ce qui est de la RDC est vraiment dans la moyenne, puisque nous avons eu à accueillir plus de délégations, notamment que lors des Jeux organisés à Madagascar. La grande question, c'est aussi l'absence du pays géniteur de la langue française, Emmanuel Macron. Il s'est déplacé pour Abidjan, le président français se déplace. Comment penser à l'absence du numéro 1 du Commonwealth, tel que la reine paix à son âme ou le roi d'Angleterre? Une grande activité ne peut souffrir de l'absence du président français. Et certains pensent que la cause viendrait de la visite à Kinshasa et de cet échange un peu tendu entre le chef de l'État congolais et le français Emmanuel Macron. Suivant. Lorsqu'elle se passe en Afrique, quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda. L'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a oui, une réaction. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique.
D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Elle ne parle pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait « on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet ». Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Il y en a eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Cette attitude du président congolais face au président français a créé un peu cette rupture d'amitié qu'ils avaient, cette fraternité. Et certaines personnes pensent que c'est à cause de cela qu'il n'a pas voulu venir à Kinshasa. À la même date, il avait son agenda pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri Désiré Nzouzi? Non, je pense que nous aurions tort de nous perdre en conjecture. D'abord, les relations entre la France et la RDC sont toujours restées les mêmes. Il n'y a pas de refroidissement, il n'y a pas de susceptibilité. Le chef de l'État français avait un agenda de politique intérieure, avec notamment ce voyage en Nouvelle-Calédonie. Mais je voudrais encore réinsister, à l'instar de ce que j'ai évoqué pour Mme Mushikiwabo, indépendamment du contexte, je pense qu'il faut aller au-delà de la présence des personnes, des personnalités. Ce qui est important, c'est que le pays où l'institution soit représentée, et dans le cas d'espèce, l'OIF a été représenté par Madame l'administratrice, Caroline Saint-Hilaire, et la France a été représentée par la ministre des Sports. Même si Abidjan, voilà, je pense qu'il y avait plus de oui officiel président et même le président français. Parce oui, encore une fois. Abidjan, c'est oui, toujours la... Très bien. On peut effectivement comparer, mais je n'en dirai pas davantage. Je pense que nous devons sortir du cadre des individus et rester sur les pays, les États et les institutions. Ils ont tous été représentés et c'est une très bonne chose. Est-ce que l'on peut dire, malgré leur absence, la RDC a quand même relevé les défis? Bien évidemment. La RDC a réussi son pari et je pense que l'histoire le retiendra. Place au jeu, place à la cérémonie que vous avez animée. Nous allons voir un peu comment ça s'est passé et vous allez commenter sur ça. Signer un accord diplomatique, un fort signal diplomatique pour la RDC également, pour ces pays francophones du monde. Question donc continuer également à prouver que la RDC est toujours parmi ces pays qu'on peut compter sur les
l'espace francophone. On voit la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui a organisé en 2017 les derniers Jeux de la francophonie, les 8e. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui est venue en nombre, vous le voyez, avec les couleurs traditionnelles de la Côte d'Ivoire. Et on pense forcément à Marie-Josée Talou, médaillée d'or à l'occasion des Jeux d'Abidjan, la sprinteuse qui sera l'une des grandes vedettes des futurs Jeux Olympiques de Paris. On pense aussi à Youssouf Maïté qui avait remporté le 100 mètres. Et puis côté culturel également, à noter que les marionnettes géantes ivoiriennes s'étaient imposées également à domicile. Donc voilà une équipe extrêmement riche, la Côte d'Ivoire qui aura un rôle important à jouer. On peut parler également de l'Arménie. Alors l'Arménie c'est peut-être un peu plus modeste, mais c'est une nation francophone également qui a sa place ici. Et qui se pointe d'ailleurs candidate, semble-t-il, pour la prochaine organisation des Jeux de la francophonie. Mais on attend, mais en retournant sur la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a soutenu vraiment la République démocratique du Congo. Et cette édition d'ailleurs de 2017, la RDC ne pourra pas l'oublier parce qu'elle avait gagné sa première médaille d'or de la francophonie en athlétisme avec Mako Robondo, qui a aujourd'hui son centre à l'est, à Goma. Là, on parle de la guerre et il vit maintenant aux États-Unis, mais il encadre en athlétisme avec son centre Kiroshi. Très bien, ça c'est une très jolie information, comme quoi il y a un héritage, c'est ça qui est important. Le Bénin alors, les écureuils qui sont devenus des guépards. Méfiez-vous du Bénin, ils sont costauds bien sûr, avec Martial José Kenom, médaillé de bronze en saut en longueur, c'était à Nice en 2013, ou encore Rémi Sossouvi, qui avait remporté le concours de sculpture, c'était à Abidjan. La tête bien faite et bien pleine des Béninois. À suite, ce sont les Burkinabés, bien sûr. Les Burkinabés avec leur habit traditionnel. Et qui vendent beaucoup plus la culture africaine à travers leur festival de cinéma, beaucoup de ces festivals qui sont en train d'organiser. Et là, en culture, on aura vraiment du pain sur la planche avec cette partie burkinabé qui est ici en République démocratique du Congo pour les Jeux de la francophonie. En sculpture, on a en danse aussi, parce que la RDC est forte en danse, mais il faut dire que... Et attention, il y a en lutte africaine, les Burkinabés ont également quelques atouts. Notamment, ils avaient remporté une médaille de bronze, c'était au Jeu de la francophonie à Nice en 2013. On peut voir en tout cas la joie de tous ces athlètes qui défilent avec le fameux chapeau traditionnel, bien sûr. Et Burundi, l'un de nos 9 voisins, qui est aussi en train de... Vous avez 9 voisins? On a 9 voisins, la RDC, c'est un pays immense. De retour sur notre plateau, Henri Désiré Nzouzi, vous qui étiez là lors de la cérémonie d'ouverture, expliquez-nous d'où venait cet engouement des athlètes, eux qui sont jeunes et les principaux acteurs. On dirait que tout le monde attendait les Jeux de Kinshasa. Alors, il faut revenir d'abord aux fondamentaux des Jeux. C'est un rendez-vous exceptionnel qui réunit à la fois le sport, la culture, mais également les différentes expressions artistiques. Et puis surtout, rassemble la jeunesse de l'espace francophone. Et donc, vous vous doutez bien que dans beaucoup de pays, ce rendez-vous était pris non seulement au sérieux, mais surtout comme un moment de partage, de réjouissance, d'échange d'expériences et de confrontation, je dirais, amicale, dans une ambiance bon enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez vu que cette cérémonie d'ouverture était particulièrement animée parce qu'encore une fois, lorsque vous réunissez autant de talents, de diversité, de pays, vous avez la possibilité de créer quelque chose qui va au-delà finalement de la symbolique que représente la tenue des Jeux. Et pour avoir vécu de l'intérieur des préparatifs de cette cérémonie d'ouverture, je peux vous assurer que chaque délégation a mis un point d'honneur de faire bonne figure lors du défilé, car c'est aussi l'image des pays participants qui était mise en avant et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le public quinois congolais a répondu présent. Dans n'importe quelle aire de jeu, ils étaient présents. Vous pouvez en voir l'illustration. La magnifique performance de Mansour, qui a permis à son équipe de revenir dans la partie avec déjà 14 points au compteur.
la meilleure marqueuse de cette rencontre pour l'instant. Et du côté des Malgaches, on a Jao Ferra, la meneuse aux appuis de feu, qui est à 11 points. Alors on va voir ce que ça va donner pour ce deuxième acte. Et on le rappelle, juste après cette rencontre pour la médaille de bronze, on aura la grande finale de ce tournoi de basket féminin des 9e Jeux de la francophonie entre le Cameroun et le Sénégal. Ouais, on a eu notamment un excellent pourcentage au tir côté Madagascar avec plus de 50%. Mais ce qui fait défaut à cette équipe limanaise, c'est les rebonds. Et notamment trop de rebonds offensifs donnés aux Malgaches. Trop de deuxième chance. Allez, les dernières consignes avant de rejoindre le parquet et effectuer les 20 dernières minutes de leur compétition ici à Kinshasa. Allez, le corps arbitral est prêt. Allez, Liban, Madagascar, 38-35. Et la deuxième période qui va débuter dans quelques instants. On voit Bounasser, la capitaine, qui a joué beaucoup en première période, qui va aller se reposer un petit peu. Mansour, par contre, elle est toujours là, toujours bien présente, la grande dame de cette rencontre pour l'instant. Allez, la remise en jeu, c'est parti pour cette deuxième période de ce match pour la médaille de bronze entre le Liban et Madagascar. 3 petits points séparent les deux équipes. Et la première action pour les Libanaises. Ouais, bien joué ça, le décalage. Henri Désiré Nzouzi, nous avons vu une autre image de Kinshasa. Beaucoup ont du mal à reconnaître si c'était Kinshasa, vu l'infrastructure. Là, nous sommes dans un terrain de basket fermé, mais vous avez du mal à reconnaître Kinshasa. Et le public s'est approprié. Comment expliquer cela? Alors, imaginez un seul instant que se tient à Kinshasa plusieurs tournois internationaux au même moment, dans des disciplines sportives différentes. Football, basketball, lutte, judo et autres. Et au même moment, simultanément, vous avez un public nombreux dans des infrastructures nouvelles qui ont été construites à cette occasion. Je comprends tout à fait que l'on ne puisse pas reconnaître la ville de Kinshasa, parce que ce que vous devez savoir, c'est que c'est aussi un pari sur l'avenir qui a été fait avec ces infrastructures. Ça veut dire que demain, par exemple, nous pourrions organiser le championnat d'Afrique de basketball, nous pourrions organiser un tournoi dans telle ou telle discipline, le judo, la lutte, etc. Nous serons en capacité d'accueillir un tel événement parce que nous serons dotés des installations nécessaires. Je pense que c'est ça que nous allons retenir pour ces fameux Jeux de la francophonie que nous avons pu organiser et dont nous avons relevé le défi. Nous avons relevé les défis. Est-ce qu'on peut espérer, par rapport au développement de l'Afrique centrale en particulier? Oui, bien sûr. Et il ne faudra pas s'arrêter en si bon chemin. Ça veut dire que nous allons devoir poursuivre notre effort de modernisation des infrastructures sportives pour être aux normes internationales. Nous devrions, par exemple, porter une attention particulière sur certaines villes de province qui sont en capacité d'être désignées un jour pour abriter un événement international. Je pense bien évidemment à Lubumbashi, je pense à Goma, je pense à Kolwezi, je pense à Kisangani, parce que je vous rappelle quand même que Ethiopian Airlines, qui est la compagnie éthiopienne d'aviation,
a une fréquence sur Goma et Lubumbashi, ce qui montre bien que ces deux villes restent attractives, autant d'ailleurs que l'est Kinshasa, qui bien évidemment se développe à un rythme totalement différent, parce que Kinshasa, c'est vraiment la capitale de la RDC, avec son développement urbain exponentiel et avec l'arrivée de ces infrastructures sportives qui demanderont à être complétées par d'autres, parce que nous sommes maintenant dans une dynamique de renouvellement et nous devrions tous y participer, tous autant que nous sommes. Nous quittons le jeu de la francophonie, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons parler de la crise au Niger, après ceci. De paradigme, le changement de perspective de la République démocratique du Congo se confirme ce soir à l'aune de cet événement exceptionnel qui réunit la grande famille francophone. Vous l'aurez compris, à travers le sport, à travers la culture exaltée par la jeunesse et son talent, nous allons durant quelques jours ensemble célébrer à l'unisson cet idéal au sein de cette communauté de valeurs que constitue l'espace francophone. De retour sur ce plateau pour la dernière ligne droite des échanges, coup d'État au Niger. Nous allons commencer par cet élément. Attaqué à coups de pelle et de pierre. Des manifestants favorables au putsch militaire tentent d'entrer dans l'ambassade puis de mettre le feu au bâtiment avant d'être dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes. Dans la foule, le drapeau français est brûlé. Quand les drapeaux russes et nigériens, eux, sont brandis. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout commence mercredi dernier. Des militaires proches du patron de la garde présidentielle annoncent avoir pris le pouvoir. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Le président nigérien Mohamed Bazoum est depuis séquestré dans son palais. Son directeur de cabinet affirme qu'il va bien. Ces dernières heures, il est apparu sur cette photo, souriant avec le président tchadien qui tente une médiation. Depuis le putsch, Paris, qui risque de perdre un allié de premier plan dans la lutte anti-djihadiste, a annoncé suspendre son aide au développement et son appui budgétaire au pays. Emmanuel Macron lance un avertissement. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Samedi, le président français avait convoqué un conseil de défense sur la situation au Niger. Une initiative critiquée par cette sénatrice. Nous avons un protocole, nous, qui fait que quand un conseil de défense doit se tenir, il est annoncé. Bien. Mais en l'annonçant, les réseaux sociaux ont vu cela comme un geste d'ingérence de la France, en se demandant si le coup d'État avait lieu à Paris ou à Niamey, et pourquoi le président français convoquait un conseil de défense pour régler les affaires nigériennes. Et que donc la France n'avait rien à voir avec ce qui se passait localement, et ça a été reçu comme cela. Hier, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a demandé la libération immédiate du président Bazoum, sous forme d'ultimatum. Au cas où les demandes des autorités ne seraient pas satisfaites dans un délai d'1 semaine, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger. Ces mesures peuvent inclure un recours à la force. De son côté, la Russie, très souvent citée, plébiscitée dans les manifestations, se dit préoccupée par la situation. Nous sommes favorables au rétablissement de l'état de droit dans le pays dès que possible. Nous souhaitons que chaque partie fasse preuve de retenue afin qu'il n'y ait pas de victimes humaines. Pour les 500 à 600 ressortissants français qui se trouvent au Niger, aucune évacuation n'est prévue pour le moment. Jean-Sébastien Josset travaille pour l'ONU et vit à Niamey depuis 3 ans. On ne sort pas tout simplement parce que il faut limiter les risques. C'est vraiment on prend des précautions.
certains esprits peuvent être agités. On est pointé du doigt, enfin la France est pointée du doigt plus que les Français sur place. Si on écoute les discours, c'est plus une politique française que les Français en eux-mêmes qui sont pointés du doigt. On doit se mettre en retrait, nous ne sommes pas chez nous. Le retour sur ce plateau, coup d'État au Niger, nous venons de suivre cet élément. Henri Désiré Nzouzi, qu'est-ce qui se passe le Burkina Faso, le Mali, aujourd'hui le Niger? Par rapport à la situation qui prévoit à l'heure actuelle au Niger, on sait qu'un ultimatum a été lancé par la CEDEAO qui s'est terminé, en tout cas ce soir, aujourd'hui. Beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations sur ce qui pourrait se passer, mais on entend aussi beaucoup de choses. Il y a quelques heures, par exemple, il y a eu une information selon laquelle la CEDEAO préférait privilégier l'option diplomatique plutôt que l'option militaire pour deux raisons. La première, c'est que vous avez 3 pays qui ont été exclus des instances décisionnelles de la CEDEAO, en l'occurrence le Burkina, la Guinée et le Mali, qui ont exprimé leur vive opposition à une intervention. La deuxième, c'est que vous avez des acteurs qui ne font pas partie de la CEDEAO et qui se sont manifestés pour dire que toute intervention serait une menace. Et on pense évidemment à l'Algérie qui est voisine du Niger, qui est une puissance militaire que l'on ne présente plus. Et vous avez d'autres acteurs, évidemment, qui pour l'instant ne sont pas en première ligne et qui pourraient, dans l'hypothèse, évidemment, d'une intervention militaire, venir en appui, pour ne pas dire à la rescousse du gouvernement, de la junte nigérienne. Il s'agit bien évidemment de la Russie à travers Wagner. On le voit que la situation n'est pas simple. Et il est important ici de rappeler pour ceux qui nous écoutent que ce ne sera pas la première fois que la CEDEAO interviendra militairement dans un pays. Il y a notamment le précédent de la guerre civile au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Plus récemment, en 2013, vous avez, dans le cadre de la mission internationale de stabilisation du Mali, la MISMA, il y a eu une intervention de la CEDEAO à travers ECOMOG, qui est le bras armé de la CEDEAO, qui est intervenu en appui de des forces armées maliennes pour essayer de contenir l'avancée des djihadistes. Mais en termes de politique intérieure pure, nous avons eu notamment le contentieux électoral en 2017 en Gambie, où effectivement la CEDEAO est intervenue pour essayer de stabiliser une situation qui avait notamment des conséquences assez fâcheuses sur l'ordre et la sécurité publique dans ce pays. Et donc, une intervention qui aurait pour objectif à la fois de libérer le président Mohamed Bazoum, qui, je le rappelle, parce qu'on ne l'a pas suffisamment évoqué, c'est un président qui a été élu démocratiquement fin 2020 par exemple, voilà, et qui a été investi le 21 février 2021. Ça fait donc 1 an et demi qu'il présidait, 2 ans et plus qu'il présidait aux destinées de son pays, le Niger, et son mandat a été brutalement interrompu. Donc nous sommes sortis d'un processus électoral qui a été sanctionné par les urnes de manière extrêmement brutale et unilatérale par des militaires qui ont avancé les arguments qui sont les leurs, mais qui ont quand même interrompu un processus qui avait été unanimement salué. Et je pense que cela justifie ou explique en partie la réaction extrêmement ferme de la CEDEAO, qui a d'emblée lancé cet ultimatum, alors que dans le cas du Mali, du Burkina et de la Guinée, il y a eu d'abord progressivement les sanctions individuelles, les sanctions économiques dont on connaît les effets qu'ils ont eus, et puis bien évidemment toutes ces rencontres qui ont finalement abouti à un chronogramme pour pouvoir rétablir l'ordre constitutionnel à l'issue justement d'une transition. Nous n'en sommes pas encore là au niveau du Niger, mais ce que je peux aussi vous dire, c'est que les putschistes au Niger ne sont pas aussi sûrs d'eux, ou en tout cas n'ont pas la pleine maîtrise du territoire comme l'était d'ailleurs en leur temps la situation notamment en Guinée, au Mali et au Burkina. Ici, on sait que depuis quelques heures déjà, il y a eu des appels, des rassemblements de gens, de fidèles qui se reconnaissaient
dans la junte et qui devait prendre position dans certains endroits stratégiques, ce qui montre bien que la junte ne contrôle pas toute cette situation. Il faut être attentif à cela. Et une dernière chose, c'est qu'une intervention militaire ne serait pas exceptionnelle en soi. Ce qui rend exceptionnel, en fait, l'opération, c'est qu'elle ciblerait le palais présidentiel en vue d'en extraire le président et en vue de le rétablir dans ses fonctions, ce qui n'a pas été le cas dans le passé dans les différentes interventions de la CEDEAO. Et une dernière chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que vous avez des pays comme le Nigeria qui ont vocation à prendre le leadership de cette force, mais aussi le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont manifesté leur disponibilité. Aujourd'hui, je pense que tous les efforts devraient plutôt se focaliser sur des négociations pour essayer de ramener petit à petit à la raison cette junte qui semble davantage miser sur une consommation intérieure pour bien évidemment discréditer la démarche de la CEDEAO, qui n'est pas d'ailleurs exemple de tout reproche, mais qui a intérêt à noircir le trait pour justement s'attirer les sympathies d'une opinion publique nigérienne qui n'a pas forcément toutes les clés pour décoder cette situation extrêmement complexe. Un grand merci, Henri Désiré Nzouzi, pour avoir accepté d'être parmi nous. Un grand merci. C'est déjà la fin de notre programme. Nous avons parlé de la première partie francophonie en RDC à Kinshasa et nous sommes passés à la seconde partie qui concernait l'actualité au Niger. Partout où vous nous avez suivis, un grand merci. Un grand merci, Monsieur Désiré. Merci. Merci, c'était un plaisir de participer une fois de plus à votre émission. À très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. De paradigme, le changement de perspective de la République démocratique du Congo se confirme ce soir à l'aune de cet événement exceptionnel qui réunit la grande famille francophone. Vous l'aurez compris, à travers le sport, à travers la culture exaltée par la jeunesse et son talent, nous allons durant quelques jours ensemble célébrer à l'unisson cet idéal au sein de cette communauté de valeurs que constitue l'espace francophone.